Sévane Mardi-Rossian, bonjour. Bonjour. Alors, je suis très heureuse de vous recevoir. Vous Merci. êtes... Pourquoi je te vous vois? Non, je te tutoie d'habitude. Oui. Tu es présidente de la Croix-Bleue des Arméniens de France. C'est et ça. on va y revenir. Ça fait combien de temps que tu es présidente? Ça fait, ça fait 1 an depuis la dernière Assemblée Générale. Mais avant ça Et avant ça, j'ai été déjà au CA, élue une première fois au CA en 2016 jusqu'en 2020, 21 même, parce qu'il y a eu le Covid, donc on est resté un peu plus longtemps. Et réélue donc en 2024. D'accord. J'ai fait ça de manière un peu décousue. Généralement, la manière dont on commence ces podcasts toujours, c'est on demande à l'invité de présenter son parcours dans la cause arménienne et la cause arménienne au sens large. Alors, c'est quoi ton parcours, Sévane? Alors, en fait, j'ai commencé déjà avec mes parents en étant traînée à toutes les conférences, meetings, Barantes et autres, quand on était tout petit déjà. Et je suis rentrée au Norserunt, j'avais 16 ans, en 1987. Voilà, donc j'ai continué au Norserunt. Ensuite, je suis rentrée à la FR Attachnaktutun. Et puis, un petit peu plus tard à la Croix-Bleue, en 2003 à la Croix-Bleue. Et voilà, j'ai fait un peu la permanence du CDCA pendant un certain temps. C'est vrai, je ne savais pas ça. Pas très longtemps, hein, mais tu vas nous raconter cette je les dépannais. Et puis j'ai travaillé à Gamk quand il y avait le journal ici à Rue Bleue. Quand j'étais au Norserunt, je m'occupais un peu d'Ayastan, je faisais un peu la mise en page. Avec Fabienne Papazian à l'époque, avec Takoui, un peu avec Azniv aussi, voilà. Et les corrections du journal, les routages, les Norsuntagan savent ce que c'est que le routage d'Ayastan. Et voilà, et puis donc ensuite voilà, je suis rentrée à la Croix-Bleue et je suis engagée à la Croix-Bleue depuis donc 2003. Alors, comment tu présenterais la Croix-Bleue à ceux qui ne connaissent pas l'organisation? Alors la Croix-Bleue, c'est une très grande famille, beaucoup de femmes, mais pas beaucoup d'hommes à la Croix-Bleue. Il y en avait plus par le passé, mais de moins en moins en fait. Beaucoup de femmes, une grande famille, on échange, on se rencontre très souvent lors de nos réunions bien sûr, mais aussi des activités de la Croix-Bleue, qui sont essentiellement axées sur l'éducation, le social et l'humanitaire. Donc l'humanitaire, bien sûr, c'est plus pour l'Arménie, l'Artsakh, le Javark, voilà. Et le Liban, la Syrie, voilà, toutes ces causes-là. Et en France, on fait aussi du social en France pour tous ceux qui arrivent d'Arménie ou d'ailleurs, qui ont besoin d'être soutenus. Et puis aussi avec les bourses d'études, les écoles hebdomadaires pour l'éducation. Voilà, donc c'est un panel d'activités différentes qui, je l'espère, enfin j'en suis sûre, aident quand même la communauté dans tous ces différents aspects. Il y a aussi un programme de la Croix-Bleue, alors je ne l'ai pas fait, mais en fait, peu importe à qui je demande, et c'est souvent les gens les plus engagés qui sont passés par là, c'est la Colo de Bellefontaine. Oui. C'est une institution. Oui. Et c'est dingue à quel point c'est une institution. C'est-à-dire que, par exemple, parmi ces podcasts, on a aussi eu Sacha Vété-Kazarian qui en parle tout le temps, mais d'autres aussi de ma génération, un peu plus âgée, un peu moins âgée. En fait, ça a marqué le passage des gens, cette Colo de la Bellefontaine. De Bellefontaine, pardon. Oui, oui. Et je sais pas, comment tu définirais ça et à ton avis, pourquoi? J'ai l'impression que c'est les premières initiations, finalement, à ce monde de l'arménité, à tout ça. Oui, tout à fait. En fait, la colo, on commence... souvent, les parents voient leurs enfants... alors, avant, c'était à l'âge de 7 ans, 8 ans. Maintenant, on les prend plus vers 9 ans parce qu'il y a beaucoup de demandes, donc on ne peut pas prendre... tout le monde, donc on commence à 9 ans. Mais c'est vrai que c'est là qu'ils se lient d'amitié avec d'autres enfants, et c'est des amitiés qui durent souvent à vie, même s'ils se perdent de vue à un moment donné, ils gardent toujours des contacts, les enfants gardent toujours des contacts entre eux. Donc ça marque tout le monde, ça marque des générations. Il y a des générations qui se sont connues à la colo, qui sont allées au Norserunt ensemble, qui se sont mariées, qui ont eu des enfants, qui ont été envoyés à la colo, certains qui sont devenus moniteurs, directeurs. Donc ça a charrié beaucoup de monde, et je crois que depuis 70 ans qu'on a la colo de Bellefontaine, on a vu passer
près de peut-être 10 000 enfants, si je ne dis pas de bêtises. Ouais. Et ça, c'est sans compter les années précédentes où, à la création de la Croix-Bleue, les premiers, il y a eu des séjours déjà à partir de 1929 dans toute la France. Et donc, bon, là, ils ne sont plus là pour en parler, malheureusement, mais c'était aussi des moments qui faisaient du bien aux enfants. Ouais. Ouais. Surtout dans ces périodes-là. Oui, oui. La Croix-Bleue, tu as parlé de la famille en France, mais c'est aussi une famille internationale. Oui. Dans combien de pays ? 27 pays. 27 pays. Oui. Et aussi une présence en Arménie. Oui. À travers quelques projets. Est-ce que tu veux revenir sur certains de ces projets ? Alors en Arménie, il y a plusieurs programmes qui sont en cours toujours. Donc il y a le soutien du centre La Mère et l'Enfant à Arrougian, qui est un centre qui soigne et qui suit les femmes enceintes durant toute leur grossesse, gratuitement. Les enfants en pédiatrie jusqu'à leurs 18 ans. Et c'est un centre qui est un des meilleurs centres de la région de Gyumri et qui accueille chaque année à peu près 1200 naissances par an, ce qui est considérable pour la région, et avec un niveau de mortalité infantile à 0. Donc ce qui est quand même pour cette région quelque chose de vraiment exceptionnel. Et puis à côté de ça, le centre accueille aussi en consultation ophtalmique, dentaire, il a une IRM, voilà, un appareil pour suivre un appareil mammographie pour suivre les cancers du sein, voilà. Donc c'est un centre qui est vraiment réputé dans la région, et je conseille à tous, s'ils vont en Arménie, d'aller voir le centre d'Arrougian. Il y a un personnel vraiment très impliqué, très engagé. Voilà. Après, il y a un autre programme aussi qui est en ce moment, donc les foyers de l'espoir. C'est un programme qui consiste à acheter des maisons, à les rénover, et ces maisons sont partagées avec d'autres familles pour les Artsakhiot, donc pour les réfugiés d'Artsakh, qui ne peuvent pas se loger à Yerevan, qui ne peuvent pas se loger parce que c'est trop cher. Et donc là, on leur met à disposition un terrain pour qu'ils puissent élever un peu de bétail, pour qu'ils puissent faire un minimum d'agriculture. Et c'est près d'infrastructures, donc pas loin de Gyumri, pour trouver du travail, c'est plus facile. Il y a des écoles dans le village, donc ça se situe à Arrougian pour l'instant. On a une dizaine de maisons. 5 ou 7 qui sont déjà habitées, et donc bientôt il y aura encore 3 autres maisons qui seront terminées, et chaque maison peut accueillir une famille de 10 personnes à peu près. Voilà, donc, et au terme de 10 ans de 10 ans d'habitation dans ces maisons, elles appartiendront à ces familles. Ce ne sera plus les maisons du Home, ce sera leur maison. Voilà, donc c'est un peu pour qu'ils restent en Arménie, bien sûr, et puis aussi pour que, en installant les familles d'Artsakh dans le même village, ça leur permet aussi de conserver leur dialecte, qui n'est pas forcément le même que les Ayastansi, et de conserver un peu leurs us et coutumes qu'ils avaient en Artsakh. Voilà. Justement, tu parles de l'Artsakh. Qu'est-ce que ça fait en tant qu'organisation et surtout en tant que personne ? Et je parle de quelque chose de matériel, mais parce qu'il y a aussi tout le soutien psychologique qui avait été apporté quand on investit autant, et j'ai envie de dire investi financièrement, mais surtout humainement, en Artsakh, et qu'on voit la perte de l'Artsakh. Oui. Pour nous, c'est un crève-cœur. Hein. C'est de voir tout ce qu'on avait construit en Artsakh, les maternelles. On est allé à l'inauguration de la maternelle de Stepanakert en 2017, qui était un endroit magnifique. Bon, voilà, maintenant, on ne sait plus ce que c'est devenu, tout ça. Est-ce que tu regardes sur les images, par exemple, si jamais ? Non, je me refuse à rien. Enfin, je cherche même pas. Je n'arrive pas. En fait, ça me retourne un peu l'estomac à chaque fois que j'y pense. Donc, rien d'en parler déjà. Enfin, bon, voilà, c'est quelque chose qu'on a perdu, et on espère toujours que... Pardon. C'est un peu compliqué là. Ouais, je sais.
Enfin, on espère on garde l'espoir qu'on pourra y retourner un jour, mais bon, ça reste un espoir, voilà, un peu... Tu vois ce que je veux dire? Je vois très bien ce que tu veux dire. Je vois très bien. Je crois aussi que vous êtes engagé sur un autre programme qui... Alors moi, j'y suis jamais allée, mais on m'en dit que du bien. C'est la Maison du Soldat. Oui. Je crois que c'est à Yerevan. Zivoridoun, oui, c'est à Yerevan, dans une partie de l'école de l'université de médecine. Donc il y a un bâtiment qui est consacré aux Zivoridoun, donc tous les soldats qui ont dû subir des amputations, des choses comme ça. Il y a beaucoup de soins physiologiques, de kiné, des exercices. Et c'est un centre qui est vraiment très, très performant. On l'a visité il y a quelques années et la Croix-Bleue et puis le Home Arménie le soutiennent dès qu'ils peuvent. Le Home Arménie y va régulièrement, plusieurs fois par semaine, pour rencontrer les soldats. Déjà, ça leur fait une aide psychologique. Et puis, elles font un peu les mamans aussi. Elles emmènent des petits plats, des choses comme ça. Mais en dehors de ça, c'est vraiment une aide psychologique. Et puis, elles essayent de leur trouver du travail. Elles ont réaménagé certains logements pour qu'ils puissent rentrer chez eux, installer des rampes handicapées, des choses comme ça, pour qu'ils puissent retourner chez eux. Et puis, parce que le centre Zivoridoun donc accueille et des soldats à demeure, mais aussi en ambulatoire, des soldats qui sont chez eux, mais qui viennent pour avoir des soins sur place. Voilà, donc c'est un centre qui est vraiment très bien, et avec des techniques vraiment modernes, avancées. C'est pas juste 3 massages et vous rentrez chez vous. Non, non, c'est vraiment quelque chose qui mérite le détour. Ouais. Comment on fait, Sévan, quand on est la Croix-Bleue, qu'on a pour mission de venir en aide aux Arméniens où qu'ils soient, et qu'il y a autant de crises au même moment? Il y a la Syrie, il y a le Liban, l'Arménie évidemment, l'Artsakh, la Syrie de nouveau avec les derniers développements. Et puis, il ne faut pas oublier, la France, il y a aussi des gens qui sont dans le besoin en France. Comment on fait pour gérer tout ça? On fait. On se débrouille, on fait. C'est vrai que quand, à notre premier CA, je me souviens que, en 2020, je crois que quand j'ai été élue au deuxième CA, notre équipe, on a dû faire face à plein de choses dramatiques. Et c'était c'est très très lourd. On a eu la guerre des 4 jours, on a eu donc ensuite la guerre du Ralapar, il y a eu la Syrie, il y a eu le Liban. Donc c'était vraiment, on ne savait pas trop comment on allait faire pour pouvoir répondre à tout. Et en fait, on a été suivis, on a eu beaucoup de donations, des donateurs qui ont répondu au quart de tour, et vraiment, ça nous prouve qu'on sert quand même à quelque chose. Bien sûr, on aimerait avoir réussi à ramasser plus, mais on n'est pas les États-Unis non plus. Ici, c'est un peu plus compliqué, mais c'est vrai que... Il y a une différence de culture. Oui, c'est pas du tout la même approche. Ouais. Mais c'est vrai qu'on a été suivis à chaque fois pour chaque collecte qu'on a lancée. Et vraiment, là, je remercie les donateurs qui nous suivent à chaque fois, parce que c'est vraiment incroyable de pouvoir à chaque fois avoir des collectes de fonds qui sont vraiment un succès. Sévan, sur une question plus personnelle, tu as parlé tout à l'heure de tes parents qui t'ont emmené de partout, dans tous les événements. Toi-même, tu es très engagée. Ton mari, sans dévoiler le nom ni quoi que ce soit, mais tout le monde le connaît, est aussi très engagé. Tes enfants semblent l'être aussi. Comment ça se transmet comme ça de génération en génération? Je sais pas. Est-ce qu'il y a quelque chose que, par exemple, tu imposes? Est-ce que, par exemple, il y a une discussion qui se fait avec les enfants pour dire, écoutez, c'est ce que vous êtes, et donc il faut s'engager, comment ça se passe? Non, moi je leur ai jamais dit... Engagez-vous. Engagez-vous. Voilà, c'est arrivé comme ça, naturellement. À un moment donné, mes filles sont allées au Norserunt. Personne ne s'est posé de questions, et puis elles sont entrées à la Croix-Bleue aussi. Là, je les ai un petit peu poussées. À la Croix-Bleue. Parce qu'elles sont quand même un peu jeunes, mais il n'y a pas d'âge pour s'engager. Et, plus c'est tôt, mieux c'est. Mais bon, elles avaient déjà la formation du Norserunt, donc elles avaient fait la colo aussi. Donc c'était un peu naturel pour elles
de poursuivre un peu comme ça le parcours entre guillemets. C'est pas vraiment. Mais il y a des enfants qui ne sont pas intéressés par le fait de s'impliquer dans une association. C'est pas pour ça qu'ils se sentent moins arméniens ou plus arméniens, mais voilà, je sais pas, ça s'est fait comme ça. C'est naturel. Oui. Il y a une question qu'on me pose beaucoup dans ce podcast, c'est quel serait le meilleur jour pour toi dans ton combat pour la cause arménienne? J'ai compté, ça fait 36 ans que tu es engagée. Oui, moi je compte pas parce que... Mais ce serait quoi pour toi le plus beau jour dans toutes ces années-là, ou le souvenir qui t'a vraiment marqué, quoi, le combat, Alors, je sais pas, peut-être plusieurs choses. Il y avait peut-être le 18 juin à Strasbourg, c'était quelque chose quand même. C'était quoi? C'était les manifestations, c'est ça? C'était, oui, pour la reconnaissance du génocide au Parlement européen. Ça, c'était un événement quand même. Et je dois dire que quand on est allé en 2017 à Stepanakert, on est allé à Chouchi un soir pour vraiment toutes les Homoui du monde entier qui étaient là. Et c'était une soirée mémorable à Chouchi. Il y avait plus de 500 Homoui, des Homoui d'Artsakh comme d'ailleurs. Et c'était exceptionnel, c'était une ambiance exceptionnelle. Ouais. Tu as parlé de Bako Sakian, moi ça me fait penser direct aux prisonniers, évidemment. Est-ce qu'il y a des combats que la Croix-Bleue peut mener? Alors peut-être pas sur la question même des prisonniers, mais avec d'autres organisations sœurs, ou j'ai envie de dire d'autres organisations qui travaillent sur des questions humanitaires comme ça et avec lesquelles on pourrait travailler, parce que franchement les crises elles ne manquent pas dans le monde arménien. Est-ce que c'est des choses qui se font? Je crois que vous avez un siège à l'ONU, si je me trompe pas. Oui, on a un siège à l'ONU, parce que le Home, donc, dont nous sommes une des entités, a une représentation permanente à l'ONU, puisqu'on est reconnu comme membre de l'ECOSOC, donc c'est une formation plutôt économique et sociale, donc on en fait partie de ces commissions-là, donc on a un siège à l'ONU. Et on va aussi à Genève également, un peu moins fréquemment. Là, on n'a pas un siège permanent, mais on est aussi accrédité, on va dire, pour l'ONU à Genève. On travaille... en fait, c'est ponctuel, c'est selon les besoins. On travaille, on a déjà travaillé avec la Croix-Rouge. Nous avons déjà travaillé ponctuellement avec Elisker pour le Liban. Et puis bon, donc après ça dépend l'occasion, ça dépend l'événement, voilà, c'est un peu selon les circonstances en fait. Est-ce que dans un monde qui est, on s'est jamais parlé de ce sujet, mais là franchement je trouve, est-ce que dans un monde qui est politisé, et surtout chez nous on est quand même très politisé dans toutes les organisations de la FRA, dont la Croix-Bleue fait partie, est-ce que tu trouves, parce que vous faites un travail énorme sur le terrain, de partout, voilà, est-ce que tu trouves que la Croix-Bleue, elle est valorisée à sa juste valeur, avec tout ce qu'elle apporte au monde arménien? C'est souvent des choses que les gens ne savent même pas, et t'as envie de leur... Enfin, moi, personnellement, j'ai envie de leur dire, mais vous vous rendez pas compte Je me souviens très bien, d'ailleurs, et peut-être qu'on pourrait y revenir, de l'aide apportée par la Croix-Bleue aux réfugiés d'Artsakh, avec l'aide alimentaire, avec toutes sortes d'aides. Est-ce que tu trouves que tout ça est su et apprécié à sa juste valeur? J'imagine que non. J'imagine que non, parce qu'il y a encore des gens qui nous disent qu'ils ne connaissent pas vraiment la Croix-Bleue quand on les croise. Après, oui, c'est vrai que je pense qu'on est tellement sur le terrain qu'on ne pense pas à la com. Alors un petit peu plus ces derniers temps, mais c'est vrai que pendant longtemps, il n'y avait pas du tout de communication autour de ce qu'on faisait. Maintenant, on a un peu plus, avec les réseaux sociaux, les newsletters, les choses comme ça, il y a un petit peu plus de retombées, mais c'est vrai qu'on n'est peut-être pas assez connu, oui, ça, c'est vrai. Et tu as dit que tu as travaillé quelques temps pour le CDCA? Oui. C'était quelle période? C'était 2002, 2003 par là. Ah, juste après la loi de reconnaissance? Oui, il y a eu Pro Arménia, donc je travaillais sur Pro Arménia, en bas d'ailleurs. Et... Si tu peux expliquer ce que c'est, parce que je ne suis pas sûre que tout le monde sache. Oui, alors Pro Arménia, c'était donc en référence au journal Pro Arménia, du XXe siècle, qui avait été édité par Jaurès, Quillard, etc. Et donc il y a eu en 2002, oui c'était 2002, donc une grande conférence qui a eu lieu à Paris sur 2-3 jours,
qui réunissait des personnalités du monde international, aussi bien des présidents, des ministres que des députés. Voilà, et donc ça se passait à Paris au Sénat. Et donc c'était un travail colossal, mais vraiment très très intéressant, très enrichissant. Et voilà, c'était pour parler de la cause arménienne. Et je ne sais plus c'était quoi la question. Qu'est-ce que tu faisais au CDCA? Ah oui, et donc au CDCA, donc je tenais la permanence l'après-midi ou le matin, je fais la moitié de la journée. Ouais. Voilà, je tenais la permanence et puis le reste de la journée, j'allais à la Croix-Bleue. Donc je changeais de porte sur le même palier, mais voilà, donc je m'occupais de ça. Sévane, qu'est-ce que tu souhaiterais pour les prochaines années de la Croix-Bleue et de la cause arménienne en général? Peut-être que tu peux commencer par la Croix-Bleue, mais en fait en général pour la cause arménienne, qu'est-ce que tu souhaiterais? Alors pour la Croix-Bleue, j'aimerais bien que ça se calme un petit peu à gauche à droite, qu'on ait moins besoin de faire des collectes de fonds tous les 4 matins. Ouais. Mais voilà, bon, écoute, qu'on continue à travailler, à bien travailler, et qu'on ait de nombreux membres qui rentrent à la Croix-Bleue, parce que bon, il y a quand même un tournant dans les générations là, et moi je trouve que les jeunes s'engagent beaucoup moins qu'avant. Et la Croix-Bleue, c'est quand même une belle association. Donc, il ne faudrait pas qu'il y ait moins de membres. Voilà. On a besoin de bras comme de jambes et de réflexion. Et voilà, il y a des jeunes qui sont très intelligents, qui pourraient apporter toutes leurs compétences. Et voilà, il ne faudrait pas que ça se perde, qu'ils s'engagent nulle part. Ce serait dommage. Voilà. Et pour la cause arménienne en général, qu'on soit moins seul, ce serait déjà quelque chose. Ouais, parce que là, on voit pas trop le bout du tunnel en fait. Ouais. Moi, j'ai l'impression que tous les jours, il y a une nouvelle catastrophe où on entend une nouvelle déclaration qui nous plombe. Donc, j'aimerais bien que ce soit un peu, que ça aille un peu mieux de ce côté-là aussi, voilà, qu'on soit un peu plus reconnu pour tout ce que l'on représente, que ce soit l'Arménie, l'histoire de l'Arménie, notre patrimoine, voilà, et qu'on ne soit pas à chaque fois déçu par nos dirigeants. Voilà. Je ne veux pas nommer qui que ce soit, mais voilà, vous saurez de qui je parle. Parce que c'est pas possible d'avoir en Arménie des gens qui meurent de faim. Les associations ne peuvent pas tout faire, donc à un moment donné, faut que les gens réagissent aussi. Quoi. Ouais. Merci beaucoup, Sévane. Merci. Merci.